Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 19 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler actualité, pour parler BTC, et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement, en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. On va commencer par les nouvelles qui tournent autour de FTX. Alors, c'est pas vraiment des nouvelles, mais en tout cas, on a eu des nouveaux bilans qui nous questionnent vraiment sur la procédure de dépôt de bilan aux USA et notamment son coût. On parle de 53 000 $ chaque heure que FTX reste en dépôt de bilan, et c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. On a eu notamment un document qui nous a montré que ça a coûté depuis un an 1,4 milliard $, et le manque à gagner pour ceux qui ont été impactés par FTX, c'est 1,4 milliard $. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est assez extraordinaire, et je vous l'avais dit de toute façon dès le début, que c'était plus on allait rester dans cette notion de dépôt de bilan, plus ça allait être compliqué de récupérer des fonds, surtout que maintenant, on a les Américains et les impôts américains qui viennent toquer à la porte de FTX en demandant 24 milliards $, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça va faire très mal, ça va être vraiment très compliqué, je pense, pour récupérer les fonds, et ça va toujours être la même problématique au niveau de FTX. Il y a l'argent, mais est-ce qu'on va être capable d'être remboursé, en tout cas ceux qui ont été impactés par FTX? Je pense que la réponse, elle est pas tout de suite, et comme d'habitude, tout le monde va essayer de ponctionner FTX avant, et même là, ils ont essayé de changer un petit peu les choses, faire en sorte que les personnes qui ont été impactées ne soient pas remboursées par rapport à ce qu'ils avaient sur la plateforme. Donc par exemple, si vous aviez un BTC, vous ne recevrez pas un BTC, mais vous recevrez l'équivalent en fiat du BTC au moment du crash de FTX. Alors imaginez bien que ça n'a pas du tout la même valeur à suivre. En tout cas, je pense que on va en entendre encore parler FTX, et c'est une poule aux œufs d'or, donc je vois pas pourquoi il réglerait tout de suite la problématique, pourquoi il pourrait pas prendre un petit milliard de plus en attendant. Côté AVAX, comme je vous l'ai dit, on a une vague d'inscriptions massive sur beaucoup de blockchains, et Avalanche a récupéré 13,8 millions $ en fees sur les inscriptions sur les 5 derniers jours. Vraiment Avalanche qui éclate à la hausse, et dans lequel on voit aussi une forme de gamification, c'est-à-dire que on a vraiment toute la GameFi qui éclate totalement sur Avalanche principalement, où on a des valorisations de certains altcoins qui sont dans le domaine de la GameFi sur Avalanche qui éclatent aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit peu la période, parce qu'on a aussi Fungible qui refait une vente, notamment de cartes, que l'on retrouve. Donc Fungible, je vous rappelle que c'est un jeu dont je vous ai parlé, qui est un jeu de simulation de tennis. On a donc Sorare pour le football, on a Ovaly pour le rugby, et ensuite on a Fungible pour le tennis, dans lequel on a la possibilité, enfin on va avoir la possibilité d'avoir un jeu de simulation dans lequel on va rentrer un certain nombre de statistiques qui correspondent avec des cartes, et ces cartes-là auront les statistiques des joueurs mises à jour régulièrement, enfin même quasiment instantanément, en temps réel. Et ils ont lancé une nouvelle vente de cartes, donc dans lequel il y a la possibilité de récupérer un certain nombre de cartes. Moi j'ai commencé à enchère sur certaines d'entre elles. Si vous avez loupé la première vente, c'est le moment, à savoir qu'il y a quand même des cartes qui sont très accessibles, dans lequel on a des timers qui sont présents, donc forcément on va avoir un certain nombre de jours, d'heures pour pouvoir enchérir, donc il faut pas louper le coche si ça vous intéresse. À savoir qu'en description, en commentaire, vous avez mon lien qui vous permettra, par exemple, si vous achetez 3 cartes, d'en récupérer une supplémentaire, si vous en achetez 10, d'en récupérer une mais du tiers supérieur, et ainsi de suite. Donc ça vous permettra d'avoir une collection plus importante. Si comme moi vous n'êtes pas forcément fan du foot, mais que vous êtes plutôt fan du tennis et du rugby, pour moi en l'occurrence, il y a ici Fungible dans lequel vous pouvez avoir accès aux nouvelles cartes pour créer votre avatar et pouvoir justement tester le jeu lorsqu'il sortira. Ceci étant dit, on continue avec la SEC. La SEC qui retarde les ETF Ethereum et qui repousse sa décision en mai, donc c'est très loin. Encore une fois, on se pose la question de quand est-ce qu'ils vont valider les ETF BTC, mais il n'y a pas que ces ETF là, il y a les ETF Ethereum. Après, je suis d'accord avec vous, celui de BTC a eu une instruction en justice dans lequel on pousse la SEC à repenser autrement la réflexion autour
des ETF spot BTC. Est-ce que c'est la même chose au niveau des ETF Ethereum? Je ne pense pas. Il a beaucoup de mal à parler d'Ethereum. À chaque fois qu'il parle d'Ethereum, il fait des ronds de jambes et il fait des backflips pour éviter d'essayer de dire si c'est une securities ou une commodities. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'on aura une validation des ETF, que ce soit Ethereum, que ce soit BTC. La grande question, c'est quand, et le fait que ce soit repoussé à mai nous fait penser que Q1, Q2 2024 pour les ETF, donc ETF BTC et ETF Ethereum pour Q2, nous semble tout à fait logique. Un petit retard de plus pour les ETF spot Ethereum. Côté news macro, on a l'IPC Core qui va tomber au niveau de l'Europe. Bon, assez peu de mouvements, permis de construire aussi assez peu de mouvements. Ce qui sera important, ce sera forcément mercredi et surtout jeudi. Mercredi, on a le Conference Board et les ventes de logements existants, très important, marché immobilier américain, très très important. Et ensuite, on aura forcément jeudi le PIB trimestriel T3 qui tombe et qui sera validé. On aura l'indicateur de la Fed au niveau de Philadelphie, très important aussi, et on aura vendredi, on clôturera cette semaine avant, justement, Noël, avec les PCE Core, dans lequel on aura, je pense, la dernière vraiment grosse nouvelle de ce mois-ci, dans lequel on pourra vraiment avoir des gros mouvements à suivre. Dans tous les cas, on le couvrira sur la chaîne. Au niveau du SP500, on continue à pousser, on essaie de faire un nouvel ATH, on se rapproche vraiment, mais on ne casse pas cet ATH-là qui est bien présent et qui est bien noté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil au niveau du Nasdaq. Nasdaq, on attaque, on touche, on renforce, mais on ne casse pas actuellement cet ATH-là, alors que quand on regarde certains ETF, comme par exemple ici le MSCI World, celui-là il est capitalisant, donc ça veut dire qu'il réinjecte systématiquement les dividendes au sein de l'ETF en lui-même, mais on voit qu'on a bien cassé un très bel ATH ici en décembre, début décembre, et justement on est en train de réaccélérer, donc ça veut dire que lorsqu'on prend en compte l'ensemble des dividendes qui ont été versés, donc c'est les éléments qui ont été détachés du cours pour reverser aux différents actionnaires et qu'on les réinjecte dans le cours, on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus en accélération, avec derrière un momentum qui est très haussier. Pourquoi je parle du MSCI World de cette façon-là? C'est parce que c'est composé majoritairement de SP500 et de Nasdaq, étant donné qu'il y a une surreprésentation du marché américain au sein du MSCI World. Mais dans tous les cas, on attend cette semaine, voir si oui ou non on clôture, même ce mois, on clôture ce mois, proche, ou est-ce qu'on arrive à dépasser, à clôturer au-dessus et faire un nouvel ATH sur cette fin d'année 2023 pour partir sur une année 2024 avec une clôture de nouvel ATH qui serait très important et qui serait un vecteur suffisamment important pour potentiellement avoir une continuité d'accélération haussière, parce qu'on est vraiment dans une zone importante de retracement dans lequel on est toujours dans cette contre-indication, dans cette surréaction du marché par rapport à l'ensemble des nouvelles qui sont à disposition. D'ailleurs, au niveau du pétrole, nous avons une continuité de rachat. On voit bien la mèche ici en mensuel qui est en train d'être achetée, qui est plutôt classique. Donc pour moi, on est dans quelque chose de normal. On est dans la zone vraiment de résistance. On voit qu'on est passé quand même à 72. Pour rappel, on a fait quand même une tentative à 68. Et on voit qu'on est racheté pour repasser certainement au-dessus des 70, s'installer au-dessus des 70. Il est même fort probable de mettre en place un range entre 75, et on va dire entre 80 et 65 pour osciller pendant un certain temps, parce que c'est normal, là on a des tensions politiques qui sont autour de cette zone-là du prix du baril de pétrole, et forcément ça influe sur l'inflation, donc ça influe sur l'économie américaine, et si on a un baril trop bas, ça influe directement sur les pays de l'OPEP. C'est vraiment un actif qui va être au centre des discussions géopolitiques. Au niveau du BTC, on a fait une accélération vraiment hier soir très forte dans lequel on est en train d'essayer de repasser dans une zone très importante au niveau de l'Ichimoku et vraiment faire cette rupture au niveau du Kumo qui risque d'être très importante aussi. Donc on est en vue mensuelle, encore une fois on a le temps, on est uniquement le 19 décembre, donc il va falloir valider et clôturer au-dessus, au moins en mensuel. Court terme, et quand on regarde rapidement en weekly, on voit que on a comblé le gap CME qui était bien présent ici dans l'accélération baissière. On va juste zoomer, on le voit bien ici le gap CME, on l'a comblé, et lorsque l'on a comblé, on a réaccéléré encore une fois, on est allé retester encore cette partie haute. Très intéressant le retest qui est effectué ici, dans lequel on n'est pas allé chercher la liquidité de cette bougie, on est allé la retester ici. D'accord, on est vraiment allé la retester pile poil. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que généralement, quand c'est comme ça, on recrée de la liquidité. Donc là, on a vraiment un renforcement de ce biais de liquidité. On a une belle réaction ici sur la trendline, qui
qui est plutôt classique, hein, trendline une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc là, on va retester, donc qui fait un très beau support. Généralement, les obliques, ça tient assez peu, donc c'est pour ça que j'en parle assez peu, et que généralement, c'est juste des moyens de confirmation pour moi, surtout quand on a ici une accentuation, quand on a en fait une oblique de cette façon-là, et surtout une grosse résistance qui est présente ici. Donc quand on a une confluence comme ça, généralement, ça tient plutôt bien, surtout que je vous avais dit que tant qu'on tenait ce lot-là, bon, il n'y avait pas d'inversion. D'accord, celui-là pour moi c'est plus de la liquidité, on est allé le chercher. Moi ce qui m'étonnait c'est qu'on n'était même pas allé le chercher sur la première bougie, pour moi on allait au moins récupérer la liquidité, ça y est c'est fait, donc petite bougie baissière, on récupère la liquidité, là on a bien le lot qui est bien présent, si lui il tient, bon bah il n'y a pas à penser plus, hein. Ça veut dire qu'on va chercher le top ici avec le gap CME, pour ensuite se renfoncer avec peut-être une petite mèche qui va chercher le gap CME et on repart, et toujours en fait ce setup ici de ranging pour potentiellement rester pendant longtemps, quelques mois, peut-être quelques semaines, le temps qu'on ait des nouvelles autour des ETF et le temps qu'on clôture l'année, qu'on commence l'année prochaine. On pourrait très bien avoir en fait aussi un range qui se positionne de cette façon-là, donc on peut considérer que ça c'est un excès. Ensuite on réintègre le range, on met en place une oscillation au sein du range et dans lequel on va rester avant d'avoir peut-être une petite encartade en haut, une petite encartade en bas, mais qui seront du coup des débordements, et c'est assez classique au niveau de la mise en place d'un trading de range. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder l'order flow dans lequel on a quand même pas mal de petites choses. Si on prend un petit peu de recul, on voit bien que là, on a eu une zone de rupture, donc qui était le 23 octobre, dans lequel majoritairement les personnes sont passées longues, donc il y a la représentation du funding rate, donc qui représente les positions des personnes qui sont à levier sur le marché. D'accord, c'est vraiment le positionnement des leviers, malheureusement ce n'est pas le positionnement que des spots, c'est uniquement du levier, et dans lequel ici on voit qu'on a eu une petite période d'inflexion, mais surtout qu'on a une réaugmentation depuis qu'on a eu cette réaccélération haussière, et qu'on maintient ce niveau de levier élevé dans les positions ici, d'accord, alors qu'on est dans cette phase d'incertitude dans laquelle on a fait ici une rupture baissière et qu'on n'a pas reclaim en fait la partie supérieure. On n'est pas reclaim la partie liquidité supérieure, on n'a pas reclaim le gap CME, donc ça sous-entend que on tient la position, oui, et que les personnes tiennent les positions longues, et ce sont pas des positions qui sont court-termistes. Quand on regarde un petit peu les clusters, on voit que la majorité des longues se trouvent en dessous de 38 000, 36 000, quand on va regarder sur Kingfisher, et qu'on prend un petit peu de recul, oui, les longues, en effet, elles sont relativement loin. On voit que c'est en dessous de 40, et la majorité sont en dessous de 38, avec un gros pool entre 34 et 32, d'accord? Donc les longues sont vraiment très loin et sont majoritaires. Ok, et au niveau des shorts, on a quand même un short très très agressif, hein. Toujours ce niveau qui tient et qui va être défendu, je vous l'avais dit, justement, les 43 500, je vous avais dit que ce niveau-là, hop, on va retourner sur le point graphique, ce niveau-là, il allait être vraiment défendu au niveau du gap CME parce qu'on avait énormément de shorts, et on voit qu'on réappuie au niveau des shorts, on voit qu'on a un rejet qui est très fort. Je pense que, vu la liquidité, le renforcement de liquidité qu'on a là, on pourrait avoir une respiration pour aller chercher 41 930, on va dire 42 000, avant de pouvoir refaire un test et casser en fait cette liquidité-là. Quand on voit ici un equal high qui est monté de cette façon-là, et qui est effectué de cette façon-là, ça sous-entend qu'on est en train de créer la liquidité ici pour aller la chercher. En tout cas, moi personnellement, je le vois comme ça, et c'est pour moi expliquer aussi, quand on regarde la création de liquidité, qu'on voit bien qu'on est allé chercher de la liquidité ici, on voit bien que le mouvement n'a pas créé beaucoup de liquidité en long, on en a un petit peu, mais c'est relativement faible. Le mouvement ici, de départ, on a très peu de long qui est présent, donc on a vraiment une volonté de créer du short actuellement. Donc là, pour moi, le prochain vraiment gros mouvement sera la liquidation de cette partie-là, combler le gap en haut, en tout cas, et voire même récupérer la liquidité, pourquoi pas au-dessus de 44, ce serait assez agressif et assez positif pour le marché. Ça veut dire que on continuerait à aller chasser la liquidité sur du short pour du long terme. Et à savoir qu'on a quand même un petit CVD perp, donc c'est vraiment un mouvement perpétuel 100%, qui a eu lieu, donc très agressif dessus pour accompagner le mouvement haussier, donc plutôt classique, hein. On revoit encore ce système que l'on a depuis déjà un certain nombre de semaines, où on pousse systématiquement au perpétuel. L'autre dernière nouvelle, c'est que quand on regarde le Total 3, le fait d'avoir eu cette accélération a permis d'avoir un regain haussier sur l'ensemble des altcoins, qui est plutôt positif, et les altcoins ont même poussé de façon plus importante que le BTC sur cette accélération, et c'est quelque chose qu'on avait pu vu depuis déjà un certain temps, et encore une fois, c'est très positif.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Ça soutient le travail que je fais, ça me fait surtout très plaisir. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur Caspa. Donc c'est une demande que vous avez effectuée, c'est ce qui est revenu le plus. Et je traiterai les autres cryptos au fur et à mesure de la semaine et de la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne journée.